Bonjour, bon réveil en ce lundi matin. Je serai avec vous toute la semaine pour vous accompagner tout au long de ce 7-9. Et ça commence maintenant au programme 2 heures d'information. On commence avec le journal au sommaire de cette édition. Au Yémen, un accord de paix a été trouvé, un accord parrainé par l'ONU. Depuis plusieurs jours, de violents combats opposaient les forces du régime aux rebelles chiites qui ont progressé vers Sanaa, la capitale, et se sont emparés de plusieurs sites gouvernementaux et militaires hier. Et en Syrie, l'offensive fulgurante des djihadistes de l'État islamique à la frontière avec la Turquie. Des centaines de milliers de personnes sont contraintes à l'exode. La ville kurde clé de Kobane est en état de siège. Daesh entend renforcer son contrôle sur une large portion de la frontière avec la Turquie. Les Tangérois, la découverte de leur patrimoine architectural pour la première édition de l'événement Être ici. 6 lieux emblématiques de la ville du Détroit ont ouvert exceptionnellement leurs portes. Des lieux où se sont produits une trentaine d'artistes, des peintres, des comédiens, des musiciens. Les Tangérois ont répondu présents. On commence ce journal avec l'actualité au Moyen-Orient et tout d'abord au Yémen où un accord de paix a été signé hier soir, accord qui fait suite à 4 jours de combats pendant lesquels la rébellion chiite a marqué des points. L'accord prévoit la nomination sous 3 jours d'un nouveau Premier ministre et la formation dans un mois d'un nouveau gouvernement. Les détails avec Manal El Ardari. Le Yémen fait un pas vers une sortie de crise. Un accord de paix signé entre le président Abdrabbu Mansour Hadi et les représentants des factions politiques du pays prévoit une cessation immédiate des violences. Un premier ministre sera nommé dans 3 jours après la démission de Mohamed Bassindawa. Ce dernier a accusé le chef d'État de monopoliser le pouvoir. Un nouveau gouvernement devrait être formé dans 1 mois pour rétablir l'ordre dans le pays. Nous sommes ici pour signer un accord qui nous permettra de mettre fin au bain de sang au Yémen. Notre sang qui coule dans toutes les rues du pays. Tout le monde est outré par ce qui arrive. Nous sommes responsables de l'application du cessez-le-feu et nous tenons à la mise en œuvre des dispositions de cet accord. Pour l'Organisation des Nations Unies, pas question que les hostilités perdurent entre les rebelles chiites et l'armée yéménite. Toutes les parties sont appelées à faire preuve de retenue. Il est temps de mettre de côté les intérêts personnels et de faire valoir l'intérêt commun. Toutes les parties devront mettre en œuvre les dispositions de cet accord qui découle du dialogue national et à bâtir un nouvel État de tous les Yéménites. Sur le terrain, de fortes explosions ont secoué hier la capitale où la rébellion chiite enregistre des avancées spectaculaires. Les Houthis se sont emparés de plusieurs lieux stratégiques, notamment des sites gouvernementaux et militaires. La radio d'État, le Parlement, la Banque centrale et l'aviation civile étaient également tombés dans leurs mains. Depuis le 9 septembre, les rebelles affrontent l'armée et les sunnites d'Al-Islah qui souhaitent s'associer au pouvoir. Les combats s'intensifient en Syrie aux abords de la frontière avec la Turquie. Les djihadistes de l'État islamique se sont emparés d'une 60aine de villages depuis mardi et la ville kurde de Kobane est assiégée. C'est une prise cruciale pour Daesh car elle lui permettrait de renforcer son emprise dans le nord de la Syrie où il occupe déjà de vastes régions. L'offensive de l'EI a poussé des dizaines de milliers de personnes à l'exode vers la Turquie, 100 000 depuis vendredi selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Et des dizaines de réfugiés attendent encore derrière les barbelés. La majorité des points de passage entre la Syrie et la Turquie sont fermés en raison des combats. En Égypte, un attentat dans le centre du Caire. Hier, une puissante explosion a retenti devant une entrée du ministère des Affaires étrangères. 2 officiers de police sont morts et 9 personnes ont été blessées. L'attaque a été revendiquée par un groupe djihadiste se disant lié à Al-Qaïda. Il affirme avoir agi en représailles à la répression meurtrière lancée contre les partisans de l'ancien président Mohamed Morsi. Plus de 1400 personnes, des manifestants pour l'immense majorité, ont été tués dans des manifestations pro-Morsi en quelques mois. Et plus de 15 000 membres ou sympathisants des frères musulmans sont derrière les barreaux.
En Afghanistan à présent, l'ancien ministre des Finances Ashraf Ghani, proclamé président par la commission électorale. Il succède donc à Hamid Karzai qui dirigeait le pays depuis 2001. Quelques heures avant sa proclamation officielle, Ashraf Ghani signait un accord de partage du pouvoir avec son adversaire du second tour, Abdullah Abdullah. Chacun des deux hommes revendiquait la victoire en accusant l'autre de fraude après le second tour du 14 juin dernier. C'est donc la fin de 3 mois de paralysie politique, une sortie de crise saluée par l'ONU et les alliés occidentaux de Kaboul. Des centaines de milliers de personnes se mobilisent dans le monde pour réclamer une action urgente contre le changement climatique. À New York, où un sommet de l'ONU sur le climat se tiendra demain, plus de 300 000 personnes sont descendues dans la rue, dont plusieurs personnalités comme le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, l'ancien vice-président Al Gore ou encore l'acteur Leonardo DiCaprio. Parallèlement, des dizaines d'autres marches étaient organisées dans différentes villes, comme à Londres, où 40 000 personnes ont défilé selon les organisateurs, ou encore à Paris, où l'ambiance était plutôt familiale. Paris, on y reste. Après des mois de faux suspense, Nicolas Sarkozy a annoncé son retour en politique vendredi. Et hier, dans le journal télévisé de France 2, l'ancien président a expliqué les raisons de ce retour. « J'ai envie de revenir et je n'ai pas le choix », a-t-il déclaré. « Je ne veux pas que mon pays soit condamné entre le spectacle humiliant que nous avons aujourd'hui et la perspective d'un isolement total qui serait la perspective du Front National. » Nicolas Sarkozy sera donc candidat dans un premier temps à la présidence de l'UMP, un poste à pourvoir en novembre. Le combat des chefs a démarré puisqu'Alain Juppé et François Fillon ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils ne se rangeraient pas derrière Nicolas Sarkozy dans sa tentative de reconquête du pouvoir. De vos compatriotes qui ont décroché de tout, qui sont en rupture avec tout. Retour au Maroc et on ouvre une page culture. Hier, les Tangérois ont pu découvrir 6 lieux emblématiques de leur patrimoine qui ont exceptionnellement ouvert leurs portes dans le cadre de l'événement Être ici. La synagogue, la prison du Méchouer, le consulat de France et la villa Mimi Calpé où une de nos équipes s'est rendue. Le reportage de Brahim Benjeloun et Kamel Rounaim sur un récit d'Amina Benralek. Un écrin de verdure, c'est ce qui séduit à premier abord dans la villa Mimi Calpé. Dans les allées du jardin, les visiteurs prennent déjà des notes comme devant un monument. Et c'en est un pour les organisateurs du parcours artistique Tanger 2014. Ils ont répondu à l'appel des propriétaires de la villa. J'ai décidé de proposer la villa Mimi Calpé au parcours Être ici pour la faire connaître et pour la protéger. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits à Tanger qui malheureusement sont détruits pour laisser place à des immeubles qui ne sont pas toujours très attirants. La villa Mimi Calpé a, elle, réussi à garder son identité. Elle a toutes les caractéristiques du style Napoléon III. Ses murs racontent l'histoire de 4 générations d'une famille juive. C'est une villa qui a quand même une histoire depuis au moins 150 ans. Elle a été construite ici par une famille très ancienne, une famille juive qui habitait au Marchand, à une époque où même le quartier Cervantes n'existait pas. C'était la maison de la plage, une maison de vacances. Une maison de vacances qui a accueilli dans le passé de grandes personnalités, même des têtes couronnées d'Europe. Aujourd'hui, elle réunit des artistes venus des 4 coins du monde. J'ai fait les portraits et je les projette en même temps dans la salle qui est la bibliothèque. Donc j'y viens ajouter une collection de portraits des nouveaux propriétaires et des gens qui travaillent dans la maison à la collection ancienne de cette maison où on voit tous les anciens propriétaires. Donc il faudra aller... Mimi Calpé a été l'une des 6 destinations du parcours de Tanger. Une journée de découverte artistique bien chargée qui a réuni hier une trentaine d'artistes. Pour terminer, on parle de la sortie du dernier livre de Marek Alter. Juif d'origine polonaise, Marek Alter a écrit une trentaine d'ouvrages, des romans, des essais. Dès les années 60, il a également œuvré aux premières rencontres entre Israéliens et Palestiniens. Samedi, il est venu présenter son dernier livre à Rabat, à la librairie Kalila Ouad Dimna.
Khadija est une fiction historique sur la vie de la première épouse du prophète Mohammed. C'est le premier opus d'une série sur les femmes qui ont joué un rôle prépondérant aux origines de l'islam. Le deuxième volet de la trilogie rendra hommage à Fatima, la fille du prophète, et le troisième à Aïcha, troisième épouse de Mohammed. À l'occasion de la présentation de Khadija samedi, j'ai rencontré Marek Alter. L'écrivain nous parle de son dernier ouvrage. Regardez. Marek Alter, merci de nous recevoir. Alors votre dernier livre, Khadija, est le premier volet d'une série sur les femmes dans l'islam. 2 autres tomes sont à venir. Comment vous est venue l'idée d'écrire cette série? Je pense profondément qu'il y a un problème aujourd'hui dans le monde, c'est le problème des femmes. Et qui n'ont pas la place qui est la leur, même en France. Vous vous rendez compte, en France, la femme aujourd'hui, pour le même travail accompli que l'homme, n'a pas le même salaire. Je ne parle pas dans beaucoup de pays, vous connaissez, tous ceux qui nous regardent ont entendu parler de la petite Mala au Pakistan, qui a reçu une balle dans la tête d'un taliban. Pourquoi? Parce qu'elle demandait que les petites Pakistanaises puissent aller à l'école, c'est tout. Elle portait un voile et tout, voulait aller à l'école. Et les autres disaient non, la femme n'a pas droit d'aller à l'école. Donc, il y a un problème. Et je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour elles? Leur parler de ce qui se passe en Europe, de la révolution féministe, ça n'a pas de sens. Chacun de nous a ses traditions, sa mémoire, et ce n'est pas la peine d'imposer ma mémoire aux autres. Par contre, chacun connaît sa propre histoire, sa propre tradition. C'est ce que j'ai fait avec les chrétiens, en écrivant un livre sur Marie, sur les Juifs, en écrivant un livre sur Sarah, Tzipora. Et je me suis dit, je vais faire la même chose avec des musulmans. Raconter l'histoire des femmes qui ont fait l'islam. Votre dernier livre, Khadija, est une fiction historique. Comment vous êtes-vous documenté? Sur Khadija, à la limite, c'était plus facile que pour Sarah à l'époque sumérienne, il y a 4000 ans. Parce que là, on est au 7e siècle. Nous savons tout sur la vie quotidienne de la société arabe pré-islamique. On sait ce que les gens mangeaient, comment ils voyageaient, les caravanes qui allaient d'Éthiopie jusqu'à vallée des Ganges, la Mecque, la Kaaba qui existait déjà. Beaucoup de musulmans ne savent pas que Kaaba, c'est un temple païen. 360 idoles tout autour. C'est Mahomet qui les a détruits, qui a transformé tout ça. Mais avant, mais il y a beaucoup de documents là-dessus. Donc, j'avais cette documentation. Et les rôles de la femme à l'époque, chez les Koraïch, à la Mecque, cette femme riche, puissante, qui était Khadija. Elle avait une petite armée pour la protéger. Et j'ai essayé de me mettre dans la peau de cette femme libre. Elle était libre. Ce que les gens ne savent pas, que c'est elle qui propose le mariage à Mahomet. Quand je pense que chez nous en France, dans nos banlieues, il y a encore des parents qui obligent, musulmans, qui obligent leur fille de se marier avec quelqu'un qu'eux ils choisissent. Or, là, une femme, que Mahomet a dit d'ailleurs, sans elle, je ne serais rien. Elle m'a tout donné. Elle m'a fait croire. Elle était la première à dire « je crois ». Sans cela, il n'y a pas d'islam. Elle aurait dit « je ne crois pas ». Il était seul. Comme tous les prophètes sont toujours seuls. Donc, je me suis dit, d'écrire ces personnages, c'est donner à ces millions de femmes musulmanes une référence, leur référence, pas la mienne. Je ne vais pas leur donner Jeanne d'Arc, ça n'a pas de sens. Khadija, c'est leur référence. Marek Alter, vous êtes juif et vous écrivez sur l'islam. Ne redoutez-vous pas la polémique? Vous savez, quand on écrit, c'est une bonne question. On prend des risques. Vous savez, la plume, c'est comme une Kalachnikov. Bien sûr. J'écrivais sur les dialogues israélo-palestiniens. Après, je suis allé voir Arafat, je suis allé voir Rabin, je les ai mis ensemble. On prend des risques, bien entendu. Alors, il y a des gens, il y a certains juifs se demandent, mais de quoi se mêlent-ils? Pourquoi écrire sur l'islam? Certains musulmans ils disent, mais pour qui tu te prends? Bien sûr.
Moi j'ai dit, attendez, une seconde. Hein, j'ai blasphémé? Non. Hein, je suis très respectueux des gens qui croient. Je suis admiratif. J'aimerais bien croire. Hein, je crois en l'homme. Je crois en l'homme. Je crois au pouvoir du verbe. Je pense que si je me trouvais en face de quelqu'un qui voudrait me tuer, si il accepte que je lui parle pendant 3 minutes, il me tuera plus. Mais je ne fais pas mes prières. Je ne suis pas pratiquant. Et quand je vois tous ces pratiquants, j'ai des amis, des imams. C'est moi qui ai organisé la première rencontre entre des imams et le pape François. J'ai amené une délégation de 10 imams au Vatican et j'ai dit, Saint-Père, c'est la 12e grande religion monothéiste du monde. Donc, écrire me donne un pouvoir. En même temps, me met en danger. Ça, on n'y perd rien. Voilà pour le journal, c'est l'heure maintenant de voyager. Nous allons tout de suite dire bonjour à l'un de nos correspondants dans le monde. En direct de Paris, nous retrouvons ce matin Mustapha Tossa. Mustapha, bonjour. Bonjour Alessandre. Alors l'actualité chez vous, Mustapha, c'est tout d'abord l'entrée en guerre de la France contre l'État islamique en Irak après le début des frappes aériennes en fin de semaine dernière. Cette stratégie fait-elle l'unanimité au sein de la classe politique française? Oui, Alessandre, il faut dire que cette séquence a été savamment préparée et orchestrée par François Hollande. D'abord, il y a eu le sommet international contre l'État islamique, puis la grande conférence de presse où il a annoncé qu'il avait donné son feu vert pour frapper Daesh en Irak, et puis des déclarations officielles. Alors, est-ce que ça fait l'unanimité? Il faut dire que le Parti socialiste et l'UMP, à savoir la droite traditionnelle classique, et le centre sont d'accord et applaudissent cette démarche. Par contre, cette démarche est vivement critiquée par les extrêmes, à savoir l'extrême droite de Marine Le Pen et l'extrême gauche de Georges Mélenchon. Alors bien sûr, s'il y a une adhésion totale à l'idée qu'il faut absolument arrêter Daesh parce que ça commence à représenter un danger vital pour les intérêts français et puis ça commence aussi à séduire un certain nombre de jeunes Français qui vont faire le djihad là-bas, s'il y a une unanimité sur le fait qu'il faut absolument combattre Daesh, il y a beaucoup de divergences sur la manière de traiter cette question et le fait de se limiter au bombardement suscite beaucoup de réactions. Et puis il faut aussi signaler la position très très pertinente d'un symbole de la politique française, à savoir Dominique de Villepin, le fameux premier ministre des Affaires étrangères du temps de Jacques Chirac qui s'est opposé à la frappe américaine ou à l'intervention américaine contre l'Irak. Dominique de Villepin s'est dit contre cette intervention. Pour lui, cette intervention ne va faire qu'aggraver la situation, elle va renforcer Daesh et il ne va régler aucun problème. Donc il y a des voix qui critiquent et tout dépendra du temps que cela va prendre et des résultats concrets que cela va réaliser au fil des jours et des bombardements. Moustapha, de nombreux commentateurs estiment que François Hollande pourrait instrumentaliser cet épisode guerrier pour des objectifs de politique intérieure. Cette lecture vous paraît-elle pertinente ? Oui, on l'a très bien senti lors de sa conférence de presse quand il a commencé par faire tout un exposé sur la séquence internationale que vit le monde, le danger que représente l'État islamique, la nécessité de traiter ces questions de terrorisme. Donc on a senti que François Hollande mettait volontairement cet aspect en avant pour mieux peut-être camoufler les échecs internes. Alors de là à dire que François Hollande mène cette bataille ou cette guerre contre le terrorisme pour inverser la courbe de sa popularité, personne n'y croit. Mais si demain cette stratégie paye et qu'il apparaît comme l'homme qui protège les Français et protège les intérêts des Français, comme l'homme de guerre, qui a été l'homme qui a arrêté les terroristes et les fondamentalistes au Mali et les a empêchés de s'emparer du pouvoir à Bamako, s'il apparaît demain comme l'homme qui a participé à arrêter Daesh et peut-être à l'éradiquer, bien sûr, sa cote de popularité va forcément en bénéficier. Mais de là à dire, comme certains commentateurs français, que François Hollande a conçu, élaboré cette stratégie uniquement pour inverser sa courbe de popularité, il y a beaucoup je crois qu'il y a une exagération et qu'il ne faut pas
uniquement penser en termes de popularité. La France intervient dans ce conflit pour deux raisons. La première, elle a senti que ses intérêts sont menacés. La deuxième, elle a senti l'extrême attractivité qu'une telle organisation terroriste pratique sur les jeunes Français et les jeunes Européens. Et on craint bien sûr l'effet boomerang. Demain, ces jeunes vont revenir sur les territoires français et éventuellement commettre des attentats. Et ça, c'est le grand cauchemar sécuritaire que vit la France en ce moment. Enfin, Moustapha, la vie politique française est sous l'influence d'un autre événement. On en parlait dans le journal, le retour de Nicolas Sarkozy. Oui, un retour orchestré à grand bruit. Il y a eu hier une interview dans le journal de dimanche, suivie d'une grande interview télévisée à France 2. Bien sûr, Nicolas Sarkozy profite de deux fenêtres extrêmement importantes. La première, il fait le constat qu'à droite, il n'y a aucune personnalité qui a réussi à s'imposer comme le leader naturel pour le remplacer. Ni François Fillon, ni Alain Juppé, ni Jean-François Copé qui s'est grillé dans l'affaire Big Malion. Ça, c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, il fait le constat que les socialistes ont échoué dans leur gouvernance et qu'ils ont déçu beaucoup de Français. Donc lui, il se dit, à partir du moment où il y a ces deux éléments réunis, il y a une fenêtre pour moi pour revenir. Sauf que le Nicolas Sarkozy de 2014-2015 n'est pas le Nicolas Sarkozy de 2017. Il y a certains commentateurs qui disent, qui s'interrogent, est-ce qu'il a toujours gardé la baraka, ce mot marocain pour dire cette magie providentielle qui fait réussir malgré tout. Donc il faut s'attendre à ce que le chemin de retour de Nicolas Sarkozy soit extrêmement dur. Non pas que les socialistes ne veulent pas de lui, au contraire, François Hollande a intérêt à avoir un adversaire comme Nicolas Sarkozy plutôt que Marine Le Pen, mais parce que sa famille politique, la guerre des clans va commencer et il y a des gens comme Alain Juppé, comme François Fillon qui ont déjà commencé à se rêver calife à la place du calife et qu'ils veulent absolument être les candidats potentiels de 2017 pour affronter François Hollande. Donc il faut s'attendre à ce que Nicolas Sarkozy rencontre davantage de problèmes, davantage d'obstacles dans sa famille politique. S'ils arrivent à les convaincre, il aura tout gagné. Mais ça, la partie n'est pas jouée et la partie est extrêmement difficile à gérer dans la séquence à venir. Moustapha Tossa en direct de Paris. Merci beaucoup et à très bientôt sur Média TV. Tout de suite, on passe à la revue de presse. Qu'est-ce qui fait les gros titres de vos journaux ce matin? Il est question du projet de loi de finances 2015 ou encore de l'offre en animaux en prévision de l'Aïd. Les articles sont sélectionnés par Taoufik Anasseri.